La Côte d'Ivoire a célébré ce vendredi le 55e anniversaire de son accession à l'indépendance. Une cérémonie officielle présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara s'est déroulée à Abidjan. En RDC, la justice a décidé de suspendre le procès de Fred Boma du mouvement citoyen Loucha et de Yves Makwambala du groupe Filimbi, jugé pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Les généraux des armées du Cameroun et du Tchad se sont retrouvés jeudi dans le nord du Cameroun pour discuter d'une stratégie commune de lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Bonsoir à tous et merci de prendre ce rendez-vous de l'information sur SICA. La Côte d'Ivoire a célébré ce vendredi le 55e anniversaire de son accession à l'indépendance. À l'occasion, une cérémonie officielle présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara s'est déroulée à Abidjan. Cette célébration, il faut le préciser, intervient alors que le pays se prépare à organiser une élection présidentielle cruciale en octobre prochain. Voici les images. Cette cérémonie a été marquée par deux temps forts, à savoir le défilé militaire et la décoration de plusieurs personnalités. Déjà la veille, dans son discours à l'adresse de la nation ivoirienne, le président sortant, candidat à sa réélection, n'avait oublié aucun thème. Le pardon et la réconciliation après les années noires de la crise post-électorale de 2010 à 2011, le retour à une croissance forte qui fait du pays, selon lui, une référence dans la sous-région et même à travers le monde. Il a énuméré les écoles et les collèges construits, la gouvernance rigoureuse et responsable, l'appui à l'entrepreneuriat et le souhait de voir émerger des champions économiques ivoiriens. Il a par ailleurs affirmé que la présidentielle du 25 octobre, cruciale pour la stabilisation du pays, se déroulera dans un climat apaisé. Le défilé militaire a consisté au passage devant Alassane Ouattara de 38 détachements des différentes forces militaires, paramilitaires et spéciales. S'agissant de la cérémonie de décoration, elle a consisté à la remise de distinctions à 15 personnalités dans le grade d'officier de l'ordre national et à 7 autres dans celui d'officier de l'ordre du mérite ivoirien. Une alerte à la bombe dans un hôtel de Dakar, la capitale sénégalaise, a fait intervenir les forces de l'ordre dans la nuit de mardi à mercredi dernier. Tout serait parti d'un appel anonyme reçu par une réceptionniste de l'hôtel vers 19h, heure locale. Une alerte qui a causé la panique chez les clients et autres usagers de cet hôtel. Au finish, il y avait plus de peur que de mal. Sur ces images, on aperçoit les mesures sécuritaires prises illico par les autorités sénégalaises. Route menant à l'hôtel barricadé, les personnels, les clients de l'hôtel sont évacués d'urgence et les journalistes tenus de rester à l'écart, laissant la place aux éléments du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, la brigade d'intervention polyvalente de la police, des corps d'élite spécialisés dans la protection rapprochée des personnalités, ainsi que l'armée qui ont investi les lieux, avec des chiens renifleurs pour fouiller tous les périmètres de l'hôtel. À la sortie, plus de peur que de mal, il n'y avait pas de bombe. L'angoisse existentielle s'est dissipée parce qu'il n'y a pas de zone d'ombre ici. Donc, il n'y a pas eu en fait bombe ou quoi que ce soit. C'est une fausse alerte. C'est une fausse alerte. Mais vous avez bien pris en charge la menace. Il n'y a pas de fait anodin en matière de menace. C'est tout ce que j'ai à déclarer. Donc, une seconde fausse alerte après une première dans une banque à Dakar. Il aura duré 5 tours de l'horloge à la police sénégalaise pour enfin confirmer le non fondé de la présence d'une bombe. Autant pour dire que la nuit de mardi à mercredi dernier aura été longue devant cet hôtel. Pour ses clients, il ne faut pas céder à la panique.
C'est des choses qui arrivent, hein. C'est peut-être une première pour vous, mais voilà, nous on a eu des attaques à la Kalachnikov au Mali. Il y a des gens qui sont tués tous les jours dans certaines zones. Les gens ont appris à vivre avec ça. Il y a des pays où c'est 10 fois pire et tout. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter. Si vous commencez à avoir peur, ce sont les terroristes qui auront gagné, quoi. Cette fausse alerte a sémé une véritable panique au niveau des populations qui s'étaient précipitées sur les lieux. Policiers aux aguets, finalement aucune menace. Et c'est vers les coups de minuit que les clients ont été invités à rejoindre leur chambre. En République démocratique du Congo, la justice a décidé ce vendredi de suspendre le procès de Fred Boma du mouvement citoyen de lutte pour le changement Lucha et de Yves Makwambala du groupe Filimbi jugé pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Le tribunal de grande instance de Kinshasa a sursis en attendant que la cour d'appel statue sur une requête de la défense demandant l'annulation de la prise en compte dans l'instruction des procès-verbaux fournis par l'Agence nationale de renseignement. Boma et Makwambala ont été arrêtés à Kinshasa le 15 mars dernier avec une trentaine de personnes lors d'une réunion d'échange sur la bonne gouvernance en Afrique organisée par Filimbi, un collectif de mouvements d'éducation à la citoyenneté non partisan et non violent. Je vous invite à présent à découvrir d'autres faits marquants de l'actualité sur le continent africain. Voici l'Afrique en bref, une compilation de Inès Aransou qui nous amène au Mali, au Cameroun et puis au Ghana. Au Mali, un hôtel de Sévaré, une ville stratégique située à plus de 620 km au nord de Bamako, a été ce vendredi la cible d'une attaque qui a commencé dans la matinée. Des hommes armés ont fait irruption dans cet hôtel où séjournent des étrangers. Selon une source militaire malienne, il s'agirait d'une prise d'otage. Une autre source parle plutôt d'une tentative d'enlèvement de pilotes russes de la MINUSMA. Les forces armées maliennes ont bouclé la zone d'où elles ont tenté de déloger les assaillants. On déplore au moins 7 morts. Au Cameroun, quelques généraux des armées camerounaises et tchadiennes se sont rencontrés jeudi. Objectif, discuter d'une stratégie commune de lutte contre le groupe Boko Haram. Ce dernier, qui a subi de lourds revers militaires au début de l'année dans son fief du nord-est du Nigeria, a en effet multiplié ces dernières semaines les attentats suicides meurtriers au Nigeria, au Tchad comme au Cameroun. La rencontre de jeudi visait notamment à mettre un terme aux exactions de ce groupe. Toujours au Cameroun, la chaîne de télévision Afrique Média a été mise sous scellé. Ceci en application de la décision prise le 4 juin 2015 par le Conseil national de la communication de suspendre cette chaîne pour 1 mois. Afrique Média est notamment accusée d'avoir diffusé des accusations non justifiées de nature à porter atteinte à l'image et à l'honneur de personnalités, d'institutions et de pays étrangers. L'accusation fait suite à la diffusion d'informations selon lesquelles la France et les États-Unis soutiendraient les islamistes de Boko Haram. Au Ghana, les médecins hospitaliers sont en grève. Ils ont cessé de fournir des soins d'urgence pour réclamer une révalorisation de leurs primes de fonction et un meilleur accès à la formation. La semaine dernière déjà, environ 2800 médecins du secteur public ont commencé à limiter leurs consultations. Ce vendredi, ils ont cessé leur travail en service d'urgence. Une situation qui risque de perdurer car selon le porte-parole du Congrès national démocratique, le parti au pouvoir, le président John Mahama Dramani n'est pas disposé à verser aux grévistes de l'argent non budgétisé qui risquerait d'affaiblir l'économie du pays. Ce journal se poursuit et nous sommes cette fois-ci au Bénin où la Fondation Grâce d'Almeida, du nom de la première femme garde des Sceaux, ministre de la Justice de l'histoire du pays, a décidé de perpétuer l'héritage de la disparue. Ceci à travers l'octroi de bourses d'études à 2 étudiantes dans le cadre de leur recherche en vue de soutenir une thèse de doctorat. Johannes Tohanou, juste dans Rissou.
Toute une vie consacrée à la défense du droit des femmes, mais aussi la promotion du genre aux côtés du Programme des Nations Unies pour le développement. Voilà ce à quoi on pourrait résumer le parcours de feu Maître Grace d'Almeida, une des premières femmes juristes de l'histoire du Bénin. Participante active à la conférence des forces vives de la nation de février 1990, dont elle fut conseillère juridique du Présidium, elle a servi dans nombre de pays africains comme le Burkina, le Sénégal, le Maroc, l'Afrique du Sud ou encore la Mauritanie. Toutes ces actions et ces combats se sont inscrits dans cet activisme juridique remarquable, décuplé par son altruisme et le don de soi qui la caractérise. C'est donc dans le souci de perpétuer cette édifiante œuvre, mais aussi par nécessité de la promotion de l'accès à l'enseignement supérieur des femmes, que la Fondation Grace d'Almeida, qui existe depuis 2012, a octroyé 2 bourses à 2 doctorantes en droit public et en droit privé. L'enseignement supérieur est une des composantes essentielles du développement socio-économique et culturel des États. Depuis 40 ans, l'accès à l'enseignement supérieur a connu dans le monde une progression inégalée, dont les principales bénéficiaires sont les femmes. Avec comme thème de recherche les garanties procédurales devant des juridictions communautaires pour l'une, les frontières maritimes devant le juge international pour l'autre, les 2 récipiendaires ont promis perpétuer la mémoire de l'illustre disparu. Restons au Bénin où 26 milliards de francs CFA ont été déjà engloutis et 10 autres encore attendus pour sauver les côtes maritimes en proie aux agressions des vagues. Mais plus de 2 années après le démarrage physique du projet, les attentes sont loin d'être comblées. Cependant, les autorités estiment que les progrès enregistrés constituent des signes d'espoir. Reportage. La mer ronge les côtes ouest africaines. Au Bénin, sur 125 km, les populations sont menacées. Des maisons entières sont depuis englouties et par ordonnance, le gouvernement a pris des mesures drastiques depuis 2011. Mais face à l'urgence, les riverains restent sceptiques. Déjà bientôt 2 ans, mais c'est les mêmes choses qui sont répétées tout le temps. Nous ne voulons pas des répétitions, mais nous voulons des actions. Entre autres mesures, l'interdiction de l'exploitation du sable marin, l'occupation anarchique des zones menacées, la construction des embouchures pérennes entre la commune de Grand Popo et celle de Ouida, la gestion concertée de tous les projets touchant l'exploitation de la côte au niveau national, le dialogue avec les États voisins pour la mise en place d'un programme sous-régional de protection côtière et surtout la réalisation des épis pourront endiguer le phénomène. Avec des données techniques, avec des résultats obtenus avec la première phase, nous venons de démontrer qu'en fait, la réalisation de ces épis permet de repousser l'avancée de la mer. La ville de Cotonou, avec ses atouts économiques, nécessite de gros investissements pour la protection contre l'érosion côtière. En revanche, les populations menacées par l'avancée de la mer dans les autres villes devraient être relogées. Là-dessus, la sérénité du ministre béninois de l'urbanisme contraste avec la peur des riverains. Pour les premiers épis, on voit que c'est manifeste. Il faut aller vers ces épis-là, l'épi numéro 1. Vous allez voir que l'espoir est permis à travers l'ensablement que nous observons. Dans ce combat contre le courant et les vagues marins, les bras inlassables de ces jeunes gens. Mais sans désemparer, ces paresseuses vagues reviennent gagnant davantage à chaque étape de surface. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi.